avec un peu de retard, mais bon, on va débuter. Maintenant que tous les camelots du maréchal sont bien installés. Vous êtes venus et vous connaissez les deux sujets en question. Je suis chargé de faire le premier. Donc celui-ci est Vichy et l'Église, l'alliance de l'État français avec la religion catholique. L'idée m'a d'ailleurs été un peu soumise par l'ami Livernette. Puis avec les deux sujets, c'est bien parce que ça se complète bien, bien que le mien soit peut-être plus politique. Alors en introduction, bien sûr il sera aussi question du maréchal Pétain, puisque quand on le voit, on a comme un lointain souvenir d'un véritable chef de l'État français, et même si ce n'est pas le dernier. Alors, je vous fais un bref petit sommaire. En gros, nous allons voir bien sûr son ascension au pouvoir, la politique sociale vichysoise, ensuite le lien entre Église et État, et également la distinction que ça implique entre les ordres temporels et spirituels. Le renouveau de ferveur religieuse, un épisode important qui est la consécration à Notre-Dame aussi, le retour de l'enseignement catholique en France, et également de quelques échecs, l'opposition interne qu'il y a pu avoir au régime entre la démocratie chrétienne et les francs-maçons, entre autres choses, et pourquoi pas un peu de contexte international. Donc le contexte de l'élection de Philippe Pétain s'est fait suite à la débâcle, qui fait elle-même suite à la déclaration de guerre, sur laquelle on peut revenir, parce que souvent on croit que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre aux autres. Or, c'est la France et l'Angleterre qui l'a fait, et illégalement d'un point de vue structurel, puisque normalement il faut passer par les parlements pour pouvoir déclarer une guerre. Or là, ça n'avait pas été fait. Également, ils sont responsables dans la défaite, dans le sens où ils n'ont même pas eu de préparation à la guerre. Quand on s'oppose à une nation surarmée, il faut quand même s'en donner les moyens. Et là, régnait au sein de la Troisième République, en partie, une certaine idéologie antimilitariste. Voilà les points qu'on peut souligner. Ensuite, la Chambre du Front Populaire, parce que c'est elle qui a voté dans l'immense majorité pour Philippe Pétain. Au-delà du prestige de maréchal, ça peut être aussi également dû au fait que tous les maréchaux de l'époque étaient vus comme des monarchistes. Or, Pétain apparaissait même un peu dans la presse comme le maréchal républicain. On le nomme ainsi. Après, ça ne veut pas vouloir dire grand-chose. Par républicain, parfois, vous savez, surtout de l'époque, c'était pas Manuel Valls, on va dire. Je dis pas tous, mais certains étaient capables de lire Maurice Barrès ou Édouard Drumont, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, disons, le même contexte. Il y a eu donc une fuite en avant de la Troisième République, le régime précédent, et Pétain est passé légalement, légitimement, avec l'aval de tous, y compris le président sortant, qui était Albert Lebrun. Un peu d'ailleurs pour se défausser de toute responsabilité dans cette défaite honteuse. Donc la Troisième République, elle était en mode, si j'ose dire, en mode courage fuyons. Alors, pour commencer, avant de traiter vraiment religieusement du sujet, eh bien, je vous cite simplement l'écrivain Paul Claudel, qui est catholique bien sûr, et il a écrit dans son journal, c'est le nom de sa publication d'ailleurs, en juillet 40, ceci. La France est délivrée après 60 ans de joug du parti radical et anticatholique, entre guillemets, professeurs, avocats, juifs, francs-maçons. Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la grande chartreuse aux religieux, espérance d'être délivré du suffrage universel et du parlementarisme. Donc en soi, un peu toute l'école contre-révolutionnaire, ce qu'elle propose dans ses solutions. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par voir l'œuvre sociale du régime, puisque une politique se juge par ses bienfaits, c'est important que de le connaître. Et qu'est-ce que donc que cette révolution nationale, puisque c'est le terme qui était employé. La révolution nationale, c'est l'idée qui a inspiré les institutions françaises de 1940 à 1944, c'est-à-dire l'État français, et qui incarne dans ses principes une remise en cause totale et absolue des principes de 1789, qui ont été d'ailleurs demeurés inchangés pendant au moins un siècle et demi en France, si l'on survole un peu l'intermède de la Restauration. Le terme de révolution, puisqu'on dit révolution nationale, a parfois été mal accueilli. C'est une première petite querelle interne, si vous voulez. Je pense à Maurice Pugeot dans le Journal d'Action française, qui disait employer le terme de révolution, ça risque de réveiller un conformisme bourgeois, libéral, et donc rappeler cette même révolution qu'on est censé combattre, en deux mots. Mais après, en soi, le terme est plutôt à prendre comme un changement vigoureux. Une révolution, ça peut être ça, ou simplement un processus.
Et si l'on renverse un ordre social qui est mauvais, que le nouvel État arrive et ordonne la société au bien commun, bah, l'expression de révolution, on va pas en faire tout un fromage quoi, en soi. C'est franchement secondaire. Il y a aussi une autre expression qui est équivoque, elle aussi, c'est celle de régime de Vichy. Les historiens aiment bien l'employer, un peu comme pour Révolution nationale d'ailleurs. Alors ça peut vouloir dire en effet le régime de l'État français qui siège à Vichy. Elle a été nommée capitale provisoire, parce que vous savez, il y avait beaucoup d'hôtels dans les environs, donc ça permettait de loger tout le corps gouvernemental et diplomatique. C'est entre autres choses pour ça. Également une ville où il fait bon vivre, hein, encore aujourd'hui d'ailleurs, très calme, très âgé, et un problème de natalité, mais voilà, petite ville où il fait bon vivre. Donc voilà le choix. Et ensuite, du coup, régime de Vichy employé par certains, et sinon la majorité, c'est en fait une expression gaulo-communiste qui veut remettre la légitimité, remettre en question la légitimité du régime. En disant en gros c'est un régime qui certes siège à Vichy mais il est traître, donc il faut le dénoncer. Et d'ailleurs Léon Blum lui-même, pour s'opposer au maréchal Pétain, a dit on ne peut pas lui reprocher la défaite, parce que de toute manière il n'en est pas responsable. On ne peut même pas lui reprocher la collaboration, parce que finalement il y a un vainqueur, et forcément le perdant il doit y avoir une certaine entente sociale avec le vainqueur. Par contre, il s'est dit, il a remis en question 1789, il a rétabli le lien entre l'Église et l'État, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et ça a été, du coup, le cheval de bataille du camp d'en face. Alors, pour la rédaction de la Constitution nouvelle, ni la monarchie, ni l'Empire ne trouvent grâce à ses yeux. C'est une façon de parler, puisqu'il y avait déjà des prétendants, à savoir le comte de Paris d'un côté, ou encore le prince Napoléon. Napoléon Ier a prétendu fonder une dynastie qui a effectivement plus ou moins perduré. Et donc l'institution, on peut le dire, c'est l'État français, finalement ça reste une république. Mais une république dans un sens monoarchique, c'est-à-dire le gouvernement d'un seul. Il ne s'agit pas d'un dictateur fou qui n'obéit qu'à lui-même, bien sûr, il y a toujours un corps gouvernemental. Un chef d'État est entouré de ses diplomates, etc., comme un roi dans la cour du roi, quoi. Il est assisté toujours de son entourage, mais république au sens où c'est un État moderne, on peut dire. Et il y a en effet de ces républiques, parfois, qui paraissent finalement plus monarchiques et plus catholiques que certaines monarchies qui elles, sont décadentes parce que amorales ou areligieuses, etc. On prend une république Garcia Moreno en Amérique latine, et on prend une monarchie Juan Carlos en Espagne, et puis, voilà, bizarrement, on se dit pas trop républicain, mais là on se dit, je préfère la République quand même. Alors ensuite, le recrutement se fait chez les militants nationaux. Bien sûr, Pétain reste le chef incontesté, incontestable. Et il est l'arbitre finalement de ces différents mouvements sur lesquels on a pu s'appuyer. Bien sûr, l'Action française de Charles Maurras qui reste très connue, Parti populaire français de Jacques Doriot, les francistes de Henri Coston et de Marcel Bucard, dont M. Sidos est un héritier. Bon, il était très jeune durant la période, ici présent. Également Jeunesse patriote et Parti social français. Et pour citer divers auteurs à la chaîne, je dirais, qui ont pu édifier la pensée du régime, parce que c'est important de le savoir, on peut citer communément finalement Balzac, Barrès, Bourget, Drummond, Demestre, de Bonald, Demain, Péguy, Gobineau, Renan, Lemaître et Maurras, pour faire un très bref résumé. Alors forcément, chacun de ces penseurs peut avoir ses mérites, peut avoir ses torts, ses imperfections, mais toujours est-il que ce sont les auteurs qui ont inspiré la pensée de ce régime et de cette révolution. Donc là aussi, les anti-collaborationnistes qui nous font une relecture de l'histoire et qui, quand ils parlent de régime de Vichy, remontent tout de suite à Adolf Hitler, ils vont un petit peu vite. Non, c'est une inspiration française dans son intellectualité. Et alors, que sont les 16 principes de la communauté qui émanaient du ministère de l'Information? Je vous cite brièvement Jacques Ploncard-Dassac, je vous donnerai d'ailleurs la référence, mais il a bien présenté la chose en disant « De même qu'au seuil de la Révolution de 1789, on avait estimé nécessaire de condenser la philosophie de la Révolution dans une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de même la Révolution nationale de 1940, précisément parce qu'elle était la contre-révolution, va avoir dans sa déclaration, elle s'appellera les principes de la communauté.
Je vous invite d'ailleurs à lire, c'est très rapide à lire, hein, je ne vais pas vous le faire ici, évidemment, il y a quand même 16 points, mais il y a un respect total de l'esprit de communauté contre l'individualisme justement de Jean-Jacques Rousseau, etc. Un respect total de l'ordre naturel, on peut dire même des conceptions qui peut très bien être aristotélicienne et thomiste, donc bien européenne. C'est d'ailleurs un texte qui a été corrigé de la propre main de Pie XII. Vous avez Visage d'un demi-siècle qui raconte ça, Monseigneur Calvé, qui était alors recteur de l'Institut catholique de Paris et que le maréchal a reçu. Il a apporté une légère correction, mais bon, c'est resté dans l'histoire, quoi. Et vraiment, les 16 principes de la communauté, je vous invite à le lire, ils n'ont même pas pris une ride, on pourrait limite les réappliquer demain, quoi. Ça peut être à nouveau applicable. Donc les bases sont posées par la doctrine d'État, et la France réapprend à vivre comme elle le faisait finalement quand elle était non reniée. Mais dans des conditions difficiles, la guerre politique interne que j'ai déjà évoquée et que je continuerai de traiter, et aussi, bien évidemment, le contexte de guerre mondiale et d'occupation. Le maréchal Pétain ajoute à ce sujet « Libéralisme, capitalisme, collectivisme sont en France des produits étrangers, importés que la France, rendue à elle-même, rejette tout naturellement. » Dans Revue des Deux Mondes, il a donné quelques entretiens. Et ça, c'était le 15 septembre 40, donc tout de même au début. Pour identifier un peu la législation du régime, ces toutes premières lois seront la retraite des vieux, la fête des mères, les chantiers de jeunesse pour la formation aussi, et la rénovation de l'agriculture. D'ailleurs, c'était assez lié pour refaire travailler les jeunes et un retour à la terre. Donc en soi, c'était finalement de très bonnes mesures symboliques. On peut dire que le régime pétainiste est un régime paternaliste, en ce sens qu'on parle de Pétain en disant bon père du peuple finalement. À l'image des mêmes régimes contre-révolutionnaires classiques que peuvent être ceux de Franco, Salazar ou en Autriche chez Adolphus par exemple. Ce sont des expériences assez similaires. Et concernant la restauration de l'aristocratie, il dira « Une seule aristocratie sera reconnue, celle de l'intelligence. Un seul mérite, le travail. Dans tous les ordres, nous nous attacherons à créer des élites, à leur conférer le commandement, sans autre considération que celle de leur capacité et de leur mérite. » Message du 11 juillet 1940, là aussi au tout début pour bien édifier la pensée. Et donc finalement, l'aristocratie, on veut en recréer une, et on le fait par celle de l'intelligence et du mérite. En soi, la particule 2 ne vaut rien en soi, l'important est de servir. On peut après avoir les deux, bien évidemment. Et à propos de la souveraineté de l'État face à la dictature de l'argent vagabond, là encore, je cite Pétain, « L'autorité légitime sera affranchie de la pression des oligarchies. » Juillet 40. Une loi constitutionnelle qui est votée par l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, là c'est tout le contraire du mondialisme financier actuel. Et dans les communistes qui disent le régime de Vichy est technocratique, là aussi, c'est assez inintelligible quand on voit qu'il y a eu toute une hostilité finalement du monde financier contre le maréchal Pétain, notamment pour avoir rétabli les corporations de travail. Je crois que c'est Jean Paillard qui a fait quelques ouvrages, il y en a plusieurs sur le sujet. Le fait de rétablir les corporations de travail, de permettre aux Français finalement d'avoir un réseau de solidarité professionnelle, les a rendus fous. Parce qu'ils avaient supprimé ça à la Révolution d'ailleurs. Donc ça incarne vraiment une rupture avec la plutocratie. Il dénonce ensuite de manière lucide l'alliance du libéralisme et du socialo-communisme. On connaît cette expression, enfin en tout cas elle est très connue, de dire la ténébreuse alliance. Si parfois les démocrates et les communistes sont opposés, contre un ennemi, ils sont très très amis. Ça c'est une donnée de l'histoire aussi. Donc finalement, contre la lutte des classes, marxistes y prônent l'entente sociale avec ces corporations, et chaque classe finalement s'organise, se complète. C'est des notions finalement assez classiques. La conception de l'identité aussi, le fait d'appartenir à un peuple est là très, très clair. Il y a la suppression du droit du sol pour le droit du sang. C'est-à-dire que on n'est pas français qui veut, on est français parce que nos parents le sont. C'est par transmission du sang. Et par exemple, puisque la France avait un empire, eh bien vous savez comment on considérait les Juifs et les Algériens. Comme des Juifs et des Algériens, quoi. C'est aussi con que ça, hein. Excusez-moi, mais... Voilà, finalement, on leur mentait pas en disant qu'ils étaient français. Alors si on imaginait la politique de Vichy qui perdurait dans le temps, après la Seconde Guerre mondiale,
il n'y aurait pas eu de décolonisation puisqu'on maintenait les populations sur place. C'est le fait de la décolonisation où les Africains ont mal assumé leur système social qui les a fait remonter massivement dans la métropole. Or là, les populations étaient fixées sur place et on les considérait comme telles, on ne disait pas qu'ils étaient français. Voilà, il n'y aurait pas eu de CFA kebab dans la corporation ou je ne sais quoi d'autre. La question ne se pose même pas. Alors maintenant, pour en venir un peu en plein dans le sujet annoncé, finalement, c'est le fait d'allier la religion et la politique. Comme premier rappel nécessaire, il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Ce sont deux ordres, tous les deux édifiés par Dieu de toute manière. Mais l'ordre naturel préexiste et le surnaturel est là pour élever, pour perfectionner l'homme, perfectionner la nature. D'ailleurs, le terme de surnature, le terme lui-même en parle. Il est au-dessus de la nature, mais il n'est jamais sans la nature. Surnature. Et d'ailleurs, c'est un peu la formule de saint Thomas d'Aquin, c'est la scolastique, c'est vraiment très basique. La grâce s'incarne dans un homme et non dans le vide, tout simplement. Et le bien commun qui comprend, là aussi c'est une autre notion philosophique, le bien commun comprend une double finalité de l'homme, l'une qui est sociale, le bien commun en société, et le bien commun qui est le salut des âmes. De même qu'un homme est composé d'un corps et d'un esprit, si vous voulez. De même, on peut aller plus loin dans la distinction en disant que le fait de mourir est quelque chose de naturel, mais la résurrection est quelque chose de surnaturel. Dans le fait que la nature préexiste, on peut parler aussi du royaume des Francs. Ce n'est pas le baptême de Clovis qui a créé le royaume des Francs. Le baptême de Clovis est ce qui lui a donné sa mission spirituelle. En revanche, le royaume des Francs préexistait. D'ailleurs, c'est raconté par Grégoire de Tours, il y a à peu près une petite dizaine de chefs francs avant que ne vienne Clovis et avant que ne vienne sa conversion. Voilà, pour bien distinguer les deux, et je cite une encyclique un peu comme deuxième clarification entre temporel, politique et spirituel, religieux, parce que spirituel, quand on parle d'un homme, ça peut être aussi l'esprit, ça peut être l'esprit ou l'âme, et l'âme, là, par contre, c'est surnaturel. Donc je cite l'encyclique. Chacun d'eux, le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil, dans son ordre, est souverain. Chacun d'eux est donc circonscrit dans une sphère où il peut se mouvoir et agir en vertu des droits qui lui sont propres. C'est donc à l'Église, non à l'État, qu'il appartient de guider les hommes vers les choses célestes. Et c'est à elle que Dieu a donné le mandat de connaître et de décider de tout ce qui touche à la religion. Donc la première partie, c'est finalement le fait d'admettre qu'il y a deux sociétés parfaites, et ce sont des sociétés parfaites parce qu'elles ont été créées par Dieu. Et ensuite, dans la seconde, bon, ça peut être un sujet en débat, parce que quelquefois, c'est aussi le roi qui est chargé d'amener son peuple au ciel. Alors, il y a deux termes triviaux pour dénoncer ces travers. Très simple, le naturalisme, ben, c'est bien compréhensible. C'est le fait de croire aux vertus naturelles, mais de dire qu'on n'a pas besoin de la foi. N'importe quel agnostique, athée ou païen, finalement, est un naturaliste. Ce sont des termes contemporains, mais qui ont une certaine réalité et qui existent dans l'école contre-révolutionnaire depuis un bon siècle. L'autre, c'est celui du surnaturalisme, c'est-à-dire de vanter la foi contre la nature. Et il y a plusieurs hérésies comme ça, c'est le fidéisme notamment. Donc la foi contre la nature, non, c'est contre nature, d'ailleurs comme le terme l'indique, c'est la foi élève la nature. Et certains en fait utilisent le second en disant la foi est quelque chose de plus grand et de plus beau, ce qui est vrai, mais ils l'utilisent pour dénigrer le premier ordre. Et c'est là où est le péché. On est obligé d'admettre les deux. Certes, le salut est plus beau, mais il relève du surnaturel. Et j'insiste un peu parce que c'est un mal du milieu qui pousse à un esprit individualiste et donc à un esprit démocratique, puisque ça devient le salut individuel contre la société. Occupez-vous pas de politique, restez dans votre grotte sacramentale. Et là, c'est le salut de l'âme de chacun qui prie. Et le problème, c'est que le salut individuel est individuel. Donc il est très important, c'est même sans doute la chose la plus importante, mais il faut bien recadrer toutes les choses dans leur domaine. Et après, hors vocation, hein, bien sûr, puisqu'il y a évidemment de saints ermites, après c'est, voilà. Mais bon, un laïc qui est surnaturaliste, finalement, se dépolitise, et il prend un jet et il atterrit plus, quoi. On va dire ça comme ça. Or, ce sont les anges qui sont des purs esprits. Les hommes, eux, sont composés d'un corps et d'un esprit. Prier sans cesse, c'est la recommandation de l'Écriture, donc évidemment, il faut l'appliquer, mais on peut très bien
faire nos prières quotidiennes, que ce soit celles du soir, du matin, le chapelet, etc., les angélus, et être un corps incarné, un corps de combat, un corps politique, finalement un corps vivant, puisque ce sont les morts qui n'agissent pas. Quand on est vivant, on a la volonté. La volonté est elle aussi ordonnée à l'amour, mais je m'arrête là, parce que ça va devenir trop philosophique. Alors j'en viens au sujet qui est la place de l'église sous Vichy, qui est là très important et finalement méconnu. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a finalement vendu Pétain comme un laïc, un athée, quoi, ou je sais pas quoi. Non, non. C'est plus complexe. Alors certes, dans sa vie personnelle, il a été finalement plus de formation. Je crois qu'il avait un oncle qui était abbé. Peut-être pas assidu à la messe, en tout cas avant la Seconde Guerre mondiale. Et on le connaît tout de même dans le milieu pour avoir empêché le fichage des officiers catholiques français. À l'époque où la franc-maçonnerie pourchassait les militaires catholiques dans l'armée, ça remonte environ à 1904, quelque chose comme ça. Pétain reçut, comme tous les chefs de régiment, finalement, cette lettre, et il a dit, botté en touche, mais très intelligemment, en disant quand je vais à la messe, je m'assois au premier rang. Et ne me retournant jamais pour voir qui y avait derrière moi, je ne sais pas quels sont les officiers de mon régiment qui vont à la messe. Et ainsi, il a empêché le fichage de tous les officiers catholiques au sein de son propre régiment. On le connaît tout de même pour ça, qui est une chose à saluer, quoi. Il régularise d'ailleurs sa situation maritale en 1941 avec Eugénie Ardon, qui est connue sous son surnom Annie Pétain, Madame Annie Pétain. Et ensuite vient donc ce renouveau de ferveur religieuse, où les multiples exemples de la manifestation publique de la foi de Pétain d'ailleurs apparaissent. D'ailleurs le catholicisme entre dans la législation, et c'est le retour des signes religieux en place publique, donc totalement anti-laïcard. Il y a effectivement ce triptyque qui est travail, famille, patrie. Mais là aussi, on a pu retrouver quelquefois les formules de Dieu, famille, patrie. Et je vous livre Dieu, travail, famille, patrie. Et je vous livre un petit exemple assez amusant et intéressant. C'est le 28 mai 1943, où le chef reçoit une délégation de catholiques languedociens, donc en zone libre, avec un fanion de la Légion, avec aux quatre coins, donc ces 4 mots que je vous ai stipulés. Et il remerciera de ces mots: « J'accepte avec bonheur ce fanion que vous m'offrez, il sera mon drapeau. » D'ailleurs, l'image est très facilement trouvable sur la toile. Il y a aussi la francisque vichiste avec une couronne de laurier et la formule franque en latin, un geste de Dieu pour les francs. Ensuite, du coup, c'est un grand retour de la piété populaire. On le voit à travers les processions, mais aussi les saints qui sont à nouveau honorés. Le pays se retourne spontanément vers Sainte Jeanne d'Arc, avec des processions publiques, des cérémonies, des statues, des pièces de théâtre, réintégrées évidemment dans l'histoire nationale, et pas uniquement comme une patriote comme a pu le faire la Troisième République. Également, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, nommée par Pie XII en mai 1944 comme la patronne secondaire de la France, ce qui perdure encore aujourd'hui. Patronne secondaire de la France et des missions. L'épiscopat français, pour en parler, a adressé un large soutien à Vichy. Un large soutien au nouveau monarque, finalement, à travers des évêques et des cardinaux. Alors je vous livre 2-3 citations rapides, juste pour qu'on établisse ce lien. Le premier à l'accueillir en sa cathédrale fut Monseigneur Piguet, de Clermont-Ferrand, et il est un ancien combattant de la Grande Guerre. Donc il a pu avoir comme supérieur militaire le colonel Pétain, finalement. Il déclare à l'occasion de la cérémonie aux morts du 11 novembre 1940 : « Nous demandons à Dieu, Monsieur le Maréchal, de bénir votre personne, vénérée et respectueusement aimée, et de lui permettre de mener à bien son œuvre courageuse et magnifique de renouveau, pour le bonheur de la France, dotée une fois de plus par la Providence, au milieu de ses infortunes, de l'homme capable d'atténuer son malheur, de reconstruire ses ruines et de préparer l'avenir. » Monseigneur Caillot de Grenoble, là aussi un des premiers à saluer son arrivée au pouvoir, s'écrie du haut de sa chaire un dimanche 23 juin 1940. « Voici que Dieu nous prend en pitié, en nous donnant à l'heure suprême l'homme providentiel qu'est le maréchal Pétain. » Il pèse ses mots. Le 19 novembre, même année, au tour du cardinal Gerrier d'accueillir le maréchal à Lyon. Il y a d'ailleurs une belle photo qui est restée dans les documents historiques, je vous livrerai les références. Le primat des Gaules improvisa ces mots dont la conclusion reste là aussi très connue. « Avez-vous remarqué, monsieur le maréchal, que les appels vibrants de la foule, d'abord multiples, se sont fondus bientôt en 2 seuls cris : Vive Pétain, vive la France !»
Deux cris? Mais non, ils n'en font plus qu'un seul, car Pétain c'est la France, et la France, aujourd'hui, c'est Pétain. Pour relever la patrie blessée, toute la France, monsieur le maréchal, est derrière vous, en sa présence. Et pour ce qui concerne l'église militante, donc les clercs, ils reconnaissent dans le septentrion, c'est une manière un peu jolie de parler de la zone nord, de la France du Nord, qui est donc occupée à cette époque. Et les cardinaux et les évêques se réunissent finalement à Paris afin de préciser leur ligne de conduite. Dans une lettre au Saint-Père, qui à l'époque est Pie XII, bien évidemment, 15 janvier 41, je cite, « Absolument décidés à nous tenir sur le plan religieux, nous entendons éviter tout agissement politique ou partisan et rester uniquement appliqués au bien spirituel des âmes et au soulagement des infortunes. Nous professons dans le domaine social et civique un loyalisme complet envers le pouvoir établi du gouvernement de la France. Nous demandons à nos fidèles d'entretenir cet esprit. » Donc finalement, les clercs reconnaissent officiellement le chef de l'État qui, lui, siège forcément en zone sud, mais de l'autre côté, en effet, s'abstiennent de toute espèce de politique pour ne pas rentrer en conflit direct avec le Reich, en conflit clérical ou politique. Concernant la dévotion à la Sainte Vierge, il faut le savoir, là aussi elle n'a jamais été aussi grande en France. Quelques exemples donc de dévotion mariale, 15 août, qui est une référence puisque c'est la fête de l'Assomption, à Vichy donc, et c'est marqué par une procession en fait qui a très bien fonctionné et qui en fait était interdite depuis 1900 à cause des lois laïcistes encore une fois. Donc il y a ce rétablissement symbolique qui s'est fait. Et également les grands pèlerinages, avec ceux au puits, où on a retrouvé 60 000 jeunes au pied de Notre-Dame, avec le père Paul Doncker, qui est un grand militant de la foi catholique d'ailleurs, intéressant à connaître. Il était le premier à signer ces documents militants, si on peut dire, de la croix celtique, qui dans l'église porte un nom, c'est la croix eucharistique. C'est le même symbole, mais il a été récupéré et symbolise forcément l'Eucharistie, comme le nom l'indique. Et lui, du coup, avait été très militant contre la Troisième République, c'est pour ça qu'il a eu quelques persécutions. Et par contre, sous Vichy, il est tranquille, la politique est bien, donc il se consacre au salut des âmes comme c'est sa première mission. Il y a d'ailleurs eu, lors de cette procession, pendant la messe, une radiodiffusion du maréchal Pétain, je ne vais pas tout vous citer, mais c'est important à savoir. Et au puits, c'est en mars 41 que le maréchal s'y rend lui-même, pour renouer avec la tradition du monarque, qui monte rendre hommage à la reine de France, en la cathédrale. Et l'évêque Monseigneur Martin conclut dans son homélie, donc toujours par rapport au chef de l'État, « Comme Charles VII, vous êtes venu au jour de peine. Après Jeanne et la prière maternelle, il revint en des jours meilleurs. Ah, puisse votre histoire et la nôtre ressembler à celle de Charles VII, le sauveur de l'unité française jusqu'au bout. » Maintenant, on en vient à un épisode important qui est le renouvellement des vœux de la consécration de Louis XIII, c'est-à-dire la consécration au cœur douloureux et immaculé de Marie. C'était Louis XIII qui l'avait fait, sous l'impulsion d'ailleurs du cardinal Richelieu en 1638. Et donc ça n'avait pas été refait depuis le crime révolutionnaire. Pour le petit historique, c'est le marquis de la Franquerie qui a rencontré physiquement le maréchal Pétain le 22 novembre 40, et en lui disant que son arrivée était comme providentielle et donc qu'il fallait le faire. Après un certain délai, ça s'est fait officieusement, de manière non publique, et avant que les circonstances le permettent, ensuite publiquement. Et c'est aussi le temps d'informer les institutions, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain à l'époque, le fait de renseigner les institutions vaticanes, françaises, religieuses, etc. Et c'est donc en 1943, en l'église Saint-Louis, donc tout un symbole, à Vichy, que le maréchal chef de l'État emmène tout son gouvernement, son corps diplomatique, pour assister à la messe, et puis prononça enfin l'acte de consécration de la France, à haute voix avec tous les assistants. Et voyant le maréchal agenoué, Baudouin, qui était son ministre des Affaires étrangères, nous confie « Il a longtemps qu'un chef de l'État ne s'était pas mis dans cette posture. » Donc voilà, concernant cette consécration très importante et pourtant très méconnue. On le rappelle très peu. Concernant aussi la consécration du genre humain à la Vierge Marie, puisque la première est nationale, c'est la France qui se consacre. Or celle-ci, c'est celle du genre humain, et donc c'est fait par l'Église Vaticane directement.
Pie XII pour répondre aux demandes notamment de Notre-Dame de Fatima, consacrant le 8 décembre 1942 le monde au cœur immaculé de Marie. Vous avez d'ailleurs après-guerre remis avec une encyclique sur Ad Celi Reginam en 1954. Et les évêques de France s'unirent publiquement à l'acte pontifical en consacrant à leur tour leur diocèse. Et là aussi, évidemment, avec un certain délai, ça a dû être 4 mois plus tard. Après, pour ce qui est aussi d'une autre consécration, celle au Sacré-Cœur de Jésus, il y a une affaire là-dessus. Vous savez déjà que Louis XIV avait refusé ou bloqué le fait de donner suite, malgré l'impulsion là aussi du cardinal qui avait succédé, qui était Mazarin, de consacrer la France au Sacré-Cœur de Jésus. Et finalement, Pétain, à son tour, a un peu botté en touche en disant bah, je ne suis pas roi, alors je ne pourrais pas le faire. Donc celle-ci ne s'est pas faite, contrairement à la première. Ensuite, autre élément important dans le domaine de l'enseignement et de la catholicité, c'est que l'État réinvestit les écoles publiques de cet enseignement-là. Et s'entretenant avec le cardinal archevêque de Lyon des futures lois en France, il dit, donc le chef de l'État, « Je puis vous donner l'assurance que la Constitution sera conçue dans un esprit véritablement chrétien. » Et c'est d'ailleurs le retour des congrégations expatriées. Il y avait eu tout un combat franc-maçon contre les religieux. Et du coup, l'enseignement chrétien est rétabli, les congrégations reviennent, et avec la disposition, les nouveaux statuts et 3000 établissements qui pouvaient être investis, quoi. De larges subventions ont été accordées d'ailleurs à cet enseignement catholique. Et ça coûtait environ 400 millions de francs à l'époque, 400 millions de francs chaque année. Vous avez tous les détails dans L'Église sous Vichy de Michel Cointet. Il raconte le fait de l'appui catholique, de l'enseignement, etc. durant tout son livre. Et concernant la rénovation de l'école, vous avez un texte de pardon des offenses précédentes qui avait pu être fait, qui est un texte assez touchant. C'était dans le journal La Croix de Monseigneur Saliège, c'était l'évêque de Toulouse, le 28 juin 1940. Il dit donc « Pour avoir chassé Dieu de l'école, des prétoires de la nation, pour avoir supporté une littérature malsaine, la traite des blanches, pour la promiscuité dégradante des ateliers, des bureaux, des usines, Seigneur, nous vous demandons pardon. » Ensuite, on en vient aussi à un détail important, c'est un échec, mais qui est imputable au contexte. Le fait qu'il a été difficile de réintroduire dans cet enseignement public, je parle, ne serait-ce que l'idée de Dieu. L'idée de Dieu a été compliquée, c'était pourtant le seul pari qui avait été pris, et forcément il y a eu un blocage. À cause de quoi? À cause de ces éternels profs gauchistes, finalement. Puisqu'il y a eu d'ailleurs précédemment tout le militantisme du Front populaire, le remplacement des professeurs, 100% gauchistes, communistes, athées et tout ça. Ce qui fait qu'il y a eu un blocage interne dans l'enseignement public où même l'idée de Dieu ne passait pas, ou difficilement. Et comme quoi aussi, il faut toujours faire attention au contexte, malheureusement. C'est un petit peu comme la Restauration qui du coup rétablit toutes les lois religieuses, mais il y a eu finalement entre-temps un siècle des Lumières, de la philosophie maçonnique si vous préférez, ce qui fait que la population a été influencée. Et si en soi c'est louable de faire passer toutes ces lois religieuses, eh bien elles restent par contre majoritairement incomprises de la population. Il y avait une loi qui condamnait le blasphème par exemple. Quand il y a 70% je sais pas, de Français athées, faites passer une loi qui condamne le blasphème, ils ne seront pas forcément hostiles mais ils vont rien comprendre, quoi. Donc c'est vrai que dû au contexte c'est parfois compliqué. Alors l'Italie, peut-être que le contexte y donnait, c'était plus facile pour eux. Les catholiques restent très italiens, surtout à l'époque. Et du coup, il y a Mussolini qui avait carrément instauré le catéchisme obligatoire. Ce qui fait que n'importe quel collégien, n'importe quel lycéen, tout écolier, en même temps que ses heures de cours, avait des heures de catéchisme obligatoire qui ne pouvaient pas sécher. Donc ça a quelque chose d'efficace pour le coup. Mais je ne sais pas si en France ça aurait été possible. Puis ça change totalement de cet enseignement actuel qu'on nous impose, avec notamment un des lobbies qui fait pression, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors tout ce que ça comprend là sur la génitalité, etc. Avant ils arrivaient quand même à se baser sur la biologie en disant ce sont des adolescents donc on peut leur enseigner ça. Or aujourd'hui maintenant c'est dès l'école primaire. Donc j'appelle ça l'éloge de la pédocriminalité, et ces gens-là, il va falloir les juger comme tels.
pour continuer un peu sur les échecs imputables au contexte, il y a eu la dite démocratie chrétienne. Donc forcément opposé au maréchal. Il y a eu évidemment peu de clercs français et romains qui ont été viscéralement hostiles à l'expérience pétainiste. Vous pouvez citer le cardinal Tisserand, ou certains qui étaient un soutien mais assez mou, Monseigneur Valerio Valéry. Et les démocrates chrétiens, donc pour faire simple, ce sont les ancêtres de François Bayrou et de Christine Boutin. Et ils rédigeront à l'époque une étude de non-soumission à l'autorité légitime. La thèse, je ne vous cite pas ce qu'ils écrivent eux-mêmes, mais en résumé ça donne ça. En gros, ils partent du principe que Pétain est le prince, que le prince doit défendre l'ordre social de la nation, mais comme Vichy aurait sacrifié cette nation au détriment d'une collaboration, et ben cela rendrait, remettrait en question toute la légitimité du régime. Et en conséquence, finalement, leur principe c'est ça, le peuple devient juge suprême de lui-même, de son destin, et finalement en s'opposant au régime, ça donne un non de serviam politique et totalement subjectiviste, mais de la démocratie chrétienne qui certes aujourd'hui est morte, mais qui a perduré avant la guerre, pendant et après. Ou plus ou moins morte. Et la réponse du maréchal du coup à ces mauvais servants qui réagissaient, il disait « Que sera le pays après moi ? J'aurais laissé du moins une doctrine qui l'aurait sauvé. Elle a l'approbation du nonce représentant la papauté, du clergé tout entier, sauf ces prêtres démocrates, qui nous ont fait tant de mal. L'approbation de tous ceux qui ont réfléchi sur les causes de notre défaite et qui connaissent l'histoire de France. Mais elle est combattue par tous les jouisseurs et par tous les partisans de la Troisième République. » Il aura dit d'ailleurs le même genre de déclaration vis-à-vis des francs-maçons. Vous avez cette citation dans Histoire d'une vie. C'est un dialogue issu d'un dialogue avec Henri Bordeaux en 1943. Donc il y a un difficile soutien en interne comme ça, y compris des clercs, qui n'est pas chose nouvelle, puisque du reste, sous une république laïciste qui a été foncièrement très hostile à la religion, beaucoup de clercs se sont abstenus de lutter pour éviter les éventuelles persécutions qu'ils subissaient, même quand ils ne luttaient pas d'ailleurs. Et on peut dire, l'église militante peut être blasée par certains effets. Ça peut être le sacre de Napoléon, vous savez que Pie VII l'a fait, ce qui fait que tout l'épiscopat français devait lui jurer fidélité, malgré un code civil qui introduisait lentement le laïcisme. Également épisode très connu qui est le ralliement de Léon XIII, où les catholiques étaient tous monarchistes, mais ont été finalement forcés d'investir la démocratie par ce biais. Il y a eu la condamnation d'Action française pour établir dans le contexte face au sillon. Et c'est-à-dire qu'en effet, il y a des éléments de condamnation qui étaient totalement légitimes. En fait, les éléments de condamnation le sont. Mais sous Saint-Pédis, par exemple, il y avait une lettre officielle contre le sillon, ça veut dire la démocratie chrétienne finalement, qui est finalement le plus grand ennemi de l'Église en interne. Et c'est vrai que sous Pie XI, le fait d'avoir cassé l'Action française et laissé prospérer la démocratie chrétienne de l'autre côté, ça fait assez suicidaire. Mais alors après, je le répète, c'est vrai, il y avait des éléments légitimes de condamnation, puisque c'est une fondation finalement assez agnostique, on peut dire ça comme ça. Et après, sans compter l'insensibilité des clercs, puisque de toute façon, c'est pas leur mission première. Le sacrement qu'ils reçoivent leur permet d'être plus purs pour enseigner ce qui relève du domaine religieux. Leur vocation missionnaire, de toute façon, c'est d'avoir à la charge les âmes. Il y a eu aussi, en même temps que le difficile soutien du clergé, le difficile soutien des Français. J'y reviendrai plus tardivement, bien qu'on touche à la fin. Alors ensuite, ça marque finalement la fin du lien entre la catholicité et la France. La Révolution nationale a ses martyrs. Alors je ne vous parle pas du livre noir d'Henri Coston sur l'épuration en 1944-1945, tous les massacres qui avaient été faits contre les laïcs. Vous pouvez voir le livre, mais c'est vraiment torture sur torture et exécuté par des communistes. Ce qu'on appelle la résistance, pour une grande partie, et c'était du résistentialisme, voire c'était une opposition à Vichy, ça venait des communistes, qui étaient directement financés par la Russie soviétique. Donc en 1945, on sait qui a gagné quand on voit ça. Et il y a eu du coup des meurtres, mais y compris d'abbés. Curé de paroisse, l'abbé Sorel, abattu après avoir célébré la messe en la cathédrale de Toulouse, sur le parvis. Voilà, il se dit dans l'entourage, celui-ci a eu des prêches pétainistes, alors ça suffisait pour l'abattre. L'abbé Bonnet, pareil, chef local de la Légion, assassiné le 15 mars 1944. C'était un peu les antifas de l'époque.
Et ensuite, ce Pétain, finalement, se retrouve seul face à ses malheurs, en dépit d'une politique très généreuse vis-à-vis de l'Église, hein, avec un retour qui était un soutien, mais parfois assez froid, de la Rome ou de l'épiscopat français. Et le 15 août 1945, finalement, il n'y a eu aucun homme d'église pour s'élever contre l'injustice qui lui avait été faite au maréchal Pétain, aucun clerc, hein, je dis. Ça rappelle un peu je ne connais pas cet homme. C'est le CRC, je crois, qui avait fait un article, je citerai. Ils font la référence avec Saint-Pierre reniant le Christ, vous savez, dans les Écritures. Je ne connais pas cet homme. Finalement, il a été seul face au malheur des tribunaux gaulo-communistes qui l'ont carrément condamné. Alors l'Ancien Régime revient. L'Ancien Régime, c'est comme ça qu'on appelait la Troisième République une fois qu'il y a eu celui de Pétain. Avec la Quatrième République, mais la quatrième qui est finalement la suite des trois autres. Et encore plus la cinquième. Elles tirent tous leurs principes issus de la Révolution de 1789 avec les droits de l'homme. Donc, de toute manière, les républiques se succèdent, mais le fond est le même. Et là encore, les démocrates chrétiens ont participé, mais totalement, à l'établissement de cette quatrième et de cette cinquième République. Et c'est là où on voit que ces salopards sont véritablement la caution chrétienne à un régime qui est anti-chrétien. Voilà le rôle des démocrates chrétiens. Ah si, regardez, il y a des chrétiens, etc. Et puis alors, post-Vatican II, je vous en parle même pas, Jean-Paul II avait érigé la théologie démocratique. C'est devenu finalement un domaine de foi que de croire totalement à la démocratie dans l'Église. Et c'est d'ailleurs un travers qui n'est pas forcément post-Concile Vatican II, celui de démocratie chrétienne. Hein. Ça remonte avant. Et donc voilà, finalement, dans les grandes lignes, entre l'Église et l'État. Ensuite, des causes de l'échec, hors démocratie chrétienne et de guerre internationale, là, qui est en fait l'élément le plus important avec la guerre anglo-américaine, qui a vraiment mis fin au régime. Il y a donc, comme je disais, la difficile confiance des Français. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en question, le maréchal était très aimé des Français, il avait un énorme soutien. Mais, là aussi, Jacques Moncard-Lassac a eu cette analyse remarquable, qu'il faut saluer, je cite, « La masse populaire ne posait pas de problème et suivait le maréchal avec confiance. Comme un peuple las des querelles politiques et se remettant à leur souverain avec respect. Mais il suivait, ce qui traduit un manque de conscience sur ce qui se jouait là aussi entre 89 et la tradition. Les soulèvements populaires qui adhèrent de tout cœur à leur chef ne se sera vu qu'en Italie et en Allemagne et également en Espagne ensuite. La division des Français venait des Français eux-mêmes. C'est une donnée générale de la politique française que cette division des esprits. Jamais on n'a connu ce peuple unanime, soulevé par une volonté commune. Et ça c'est vrai, hein. C'est très français, le goût de l'esprit critique, l'éternel esprit critique. Pour une petite virgule, même à l'endroit, on est capable de s'embrouiller comme c'est pas possible. Et ça c'est ce qui fait en effet notre force, l'intelligence, etc., mais aussi notre faiblesse, à savoir la désunion. Et ça, même la personne du maréchal très respectée masque difficilement la chose. Aussi, ces fonctionnaires qui servaient mal. Et le chef, ça, le constate amèrement, il en fait part autour de lui, que ces hommes n'obéissent pas comme les soldats dans un régime, quoi. Lui qui avait l'habitude des ordres militaires. Et en plus, là encore, l'individualisme rousseauiste était passé par là. Et il en dit aussi, à propos de ces fonctionnaires, « À ceux qui me servaient, plus ou moins bien, s'est opposée une grève perlée des bureaux désireux de revenir à l'ancienne République, la troisième. Plus tard, on verra mieux l'importance de la franc-maçonnerie. Dans le passé et dans le présent, c'est elle qui a empêché la Révolution nationale d'aboutir. » Il y a énormément de déclarations dans ce sens. Je ne vous ferai pas un truc sur Pétain contre les francs-maçons, mais je verrai bien un article parce que c'est très intéressant. Et là encore, c'est l'histoire d'une vie tirée du dialogue avec Henri Bordeaux. Après, il y a eu les tendances qui pesaient sur le régime. En son sein, dans tout régime, on peut voir finalement quelques grandes lignes qui diffèrent plus ou moins. En Espagne, avec Franco, en interne, dans le régime, on peut dire qu'il y a une branche phalangiste, d'ailleurs plus ou moins écartée, la branche un peu plus royaliste des carlistes, c'est la version légitimiste des Espagnols, etc. Donc voilà, on voit toujours plusieurs grandes lignes de fracture
dans un régime. Et là, en France, du coup, on avait celle contre-révolutionnaire classique et majoritaire, qui était celle de Pétain et de Maurras, finalement, des Maurassiens en général. Une ligne, on peut dire, fasciste, à la limite, entre Marcel Bucard, Joseph Darnan et Jacques Doriot, mais pas que. Et on connaît aussi les exemples internes. Il y a le cas Pierre Laval, qui était un ancien SFIO, ça veut dire le Parti Socialiste de l'époque, si vous voulez. Et on le connaît avant la guerre pour avoir eu les copains de l'époque, c'est-à-dire des copains francs-maçons. Ce qui fait qu'il a même rétabli sous Vichy le parlementarisme en 1943. Et on peut se dire que par ce biais, il a gentiment remis ses copains francs-maçons dedans. Alors je dis pas qu'il y avait que des francs-maçons chez les parlementaires, mais ça a pu être une tendance interne. Et il est honoré par ceux qui aiment bien la collaboration parce qu'il était l'homme des Allemands. Là aussi, je pense que c'est plus par arrivisme, parce que il y a de ces hommes, vous savez, qui choisissent le bras le plus fort plus qu'autre chose. Plus que comme conviction, plus comme profiteur que comme conviction. Il y a aussi, haute tendance interne, le mouvement de Marcel Déat, par exemple, qui lui aussi se disait pour un fascisme à la française. Après, qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là, vu que c'est un terme assez générique aujourd'hui? Et le problème, c'est qu'il disait un fascisme français ne peut être que jacobin. Et là aussi, c'est péché parce qu'on revient tout de suite à la Révolution française, quoi. Si on se dit jacobin, c'est foncièrement républicain, avec tout ce que ça comprend. D'héritage de 1789, des droits de l'homme, de l'assimilationnisme, enfin vraiment tout. Vous prenez tout l'emballage avec. Alors un peu pour terminer avec deux petits chapitres, il y a le cas de la collaboration, puisque forcément il faut en parler, c'est un sujet ultra passionnel, et là donc à titre historique, bon, on peut dire que la collaboration finalement c'est un élément géopolitique, c'est un terme contemporain, mais voilà, il s'agit de la politique extérieure du régime. Et finalement, elle fait suite aux conditions de l'armistice. C'est parce qu'on a perdu la guerre et qu'il y a eu la signature de l'armistice, qui est d'ailleurs une mesure généreuse vis-à-vis du Reich, on peut dire, parce que les Polonais n'ont pas eu cette chance. Donc c'est une porte ouverte qui a été faite, Pétain en a profité, et il l'a signé. Et finalement, Vichy, dans sa politique interne, si on veut vraiment s'y intéresser, elle a été attentiste, c'est-à-dire se limitant aux conditions de l'armistice. Certes, il y a une collaboration avec le vainqueur, mais parce que c'est le vainqueur, et ça donne finalement des échanges commerciaux, c'est pas aller plus loin, qui étaient parfois profitables d'ailleurs, encore plus aux Français que... Enfin voilà, quoi. Ça se limitait à ça. Alors il y a un distinguo vraiment fondamental, il faut faire la différence finalement entre la politique de l'État français à Vichy et la politique de Paris par rapport aux Allemands. Le distinguo le plus fondamental, donc comme je disais, veut que l'on distingue vichisme et collaborationnisme finalement. Ça c'est un débat d'historien. Vichy était historiquement résistant, on n'en parle jamais, mais il y avait plusieurs organismes tels que l'ORA, c'est l'organisation résistante armée, vous voyez, qui affichait publiquement ne pas du tout être gaulliste. Donc c'était vraiment du côté de Pétain et c'était de véritables résistants. Il y a eu carrément des agents secrets étrangers, italiens, allemands, qui ont été littéralement fusillés à Vichy. Vous voyez, donc je vois pas là un acte de collaboration, si vous voulez. Et en effet, pendant que les fascistes parisiens, eux, font le choix de l'Axe, et toujours en tant que Français. Là aussi, il y a tout de même un mensonge, c'est-à-dire qu'un homme très connu comme Robert Brasillac, il ne rapproche pas les pays étrangers pour dire la France et les Français, je m'en fous. Non, non, c'est tout de même en tant que Français. Ces gens-là ne se sont jamais reniés, que ce soit des auteurs ou des mouvements. Et il y a eu en interne la question qui s'est posée du retournement d'alliance. Mais la question s'est posée sans plus, finalement ça n'a jamais donné suite, malgré les mauvais coups anglo-communistes et gaulo-américains, anglais, etc. Parce que de toute manière De Gaulle avait fait allégeance à l'Angleterre, et ça a donné quand même de sacrés trucs, hein, avec la flotte de Mercel-Kébir, de grandes affaires de marins français attaqués, etc. 100% par les Anglais. Il y a eu aussi de multiples bombardements de 40 à 44, qui étaient là aussi instigés par les Anglais. Il y avait un prétexte insupportable de dire ce bâtiment va tomber sous dépendance allemande, donc il faut vite l'attaquer, alors qu'en fait c'était juste pour mettre la France à genoux. Qu'on soit bien clair, les Anglais c'était leur ligne. Alors Mercel-Kébir, il y a eu l'assassinat de Darlan aussi, enfin de multiples affaires, et jamais le retournement s'est fait. Finalement la cause à chercher, c'est plus dans les idées de la France qui était finalement entre anglophilie et germanophobie.
Dans le premier cas, il y a eu le comte de Paris et le maréchal Pétain qui communiaient dans la même erreur. Malheureusement, c'était l'illusion vis-à-vis des États-Unis, en disant c'est le grand sauveur. Et vis-à-vis aussi de l'Angleterre, là Pétain on peut le comprendre, c'est un peu par nostalgie. Lors de la Première Guerre mondiale, les Anglais étaient les frères d'armes, donc il les voyait comme des alliés de nature. Et également de l'autre côté, donc la pensée maurassienne qui est très anti-germaniste, et finalement encore plus anti-germain qu'anti-judaïque. Si vous suivez la ligne maurassienne, finalement c'est ce que ça donne, de mettre l'ennemi allemand en majuscule, etc. Et c'est vrai que Maurras est un Français du Sud, donc plus latin, mais quand on aime la France et comme lui finalement, on ne rejette pas l'élément franc de la France, qui a tout de même fait la fondation politique. Et les peuplades germaniques sont des Francs. Enfin, les Francs sont des peuplades germaniques. Donc de dire c'est forcément des barbares, c'est des massacreurs, des fous furieux, etc. Non, c'est quand même une peuplade qui a, par son apport, donné l'élément de fondation politique de notre pays, quoi. Alors il y a Abel Bonnard qui dénonce cette chose-là, en fait en disant c'est une énorme incohérence finalement de dire combattre la judéo-maçonnerie et finalement s'allier avec les pays anglo-saxons qui, eux, leur régime à l'heure actuelle était totalement infesté de cette même judéo-maçonnerie. Donc voilà, c'est combattre ça et pourtant s'allier avec ça. C'est l'énorme incohérence et même après-guerre, l'amiral Offrand, qui lui n'était pas du tout de cette tendance, avec le recul historique, disant finalement c'est méconnaître les démocraties alliées au communisme en sous-main. Par antifascisme, ils étaient capables, les démocrates anglo-saxons, de s'allier même à Staline, qui était pourtant être un immense ennemi pour eux. Alors à la limite, je ne demande même pas de choisir entre l'Axe et les Alliés, mais juste choisir les Alliés, c'était une incohérence. Et alors là, je livre une réflexion comme ça, subjective, mais c'est pour répondre à un mensonge gaulo-communiste disant « on serait devenu allemand ». Bah, rien n'est plus faux finalement, puisque les familles françaises n'auraient pas abandonné leur identité du jour au lendemain, n'auraient pas abandonné leur langue en l'espace de 2-3 ans, non, on parle plus français, on s'en fout. Et en plus, la France est quand même plus latine dans son identité, ce qui a fait qu'elle aurait été beaucoup plus préservée de la germanité. Dans les mouvements en pays germaniques, les mouvements de collaboration et nationaux-socialistes, ils ont repris le programme allemand de A à Z, il n'y a pas une virgule qui est différente, et l'ont importé. Or ça, en France, ça n'a jamais existé, y compris dans les mouvements français qui se disent nationaux-socialistes, collabos et tout ce que vous voulez, ça n'a jamais existé, le fait de reprendre de A à Z. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'identité latine qui nous préserve de la chose. Et ensuite, pour en venir à Adolf Hitler, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout, c'est pas la question. Il a revu ses positions anti-françaises. Vous savez, si on lit Mein Kampf, on se dit ce gars-là est un raciste anti-français, quoi. Et vu le racialisme aigu, on se dit qu'il était contre le métissage, y compris entre blancs. Et également, l'Allemagne a toujours eu l'empereur. Donc finalement, elle est héritière directement du Saint-Empire, qui a un caractère franchement fédéral ou confédéral, si vous voulez. Donc on voit mal dans ce contexte une suppression totale des nations, surtout que de ses propres discours, il dit qu'il était pour les développements nationaux et que la suppression des nations, bon, c'était pas d'actualité, etc. Donc on peut voir que tout de même, non, on ne serait pas devenu allemand. Certes, il y avait une occupation militaire étrangère sur notre sol, ça c'est indéniable, mais on ne se serait pas transformé comme ça en 3 ans. Et comment en plus répéter cela après le recul historique des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale, où quand on prend le métro parisien, on fait « Oula, on est en train de se transformer en Africain subsaharien à 100%. » Les gars, il y a encore des documentaires patriotes pour te dire bon, on a failli devenir allemand, quoi. Non, là, c'est encore plus violent ce qui nous arrive. Des flots de millions d'arrivages, etc. Alors, je termine en vous livrant des références et un peu conseils de lecture. Autant dire que c'est une période tellement riche, celle-ci de Seconde Guerre mondiale en général, d'ailleurs ça n'a duré que 4-5 ans, et pourtant, autant vous lisez 1000 pages sur la période que vous connaissez même pas la moitié, quoi. Il y a vraiment trop d'éléments, des détails, mais importants, quoi. Et même ici, finalement, j'ai pas tout exprimé vraiment, hein. Le fond de la pensée pétainiste, il n'y a eu que quelques éléments. L'aspect militaire, j'en ai très peu parlé, pourtant les amiraux soutenaient le régime, hein. L'armée de terre avait été mise à plat dans la guerre, de toute manière, et tout ce qui restait, c'était les amiraux de la marine, ce qui fait que ça donnait une envergure militaire patriotarde qui pouvait un peu faire peur, et maintenir surtout le régime qui aurait pu s'écrouler autrement.
Il y a André Figueras qui en a parlé, vous avez le livre 11 amiraux dans la tourmente. Ces amiraux ont été persécutés à l'épuration, s'ils n'étaient pas torturés ou massacrés, c'était enfermés, enfin ils ont tout vu. J'ai parlé très peu du combat anti-maçonnique qui est un élément clé, là aussi. Même de discrimination politique des juifs, donc finalement ça n'a pas été des thématiques très hostiles que j'ai faites. Après, en soi, si l'on parle d'une société chrétienne, il est vrai, le principal rôle d'une société chrétienne est d'orienter vers le contemplatif. Et c'est vrai, hein, ça donne un peu vous savez, ce petit livre Saint Thomas d'Aquin, Le Pater et l'Ave, sur 2 prières quotidiennes de la vie chrétienne, du chrétien, mais qui sont très courts, et qu'on récite en 30 secondes, finalement, et bien il vous fait 200 pages. Quoi. Il vous fait 200 pages sur 2 petites prières en décortiquant chacun des éléments, en citant les Écritures, en disant qu'est-ce que cela veut dire par rapport... Voilà, ça c'est une société véritablement chrétienne. Et finalement, le fait de fermer les gueules puantes, c'est-à-dire d'hérétiques, là je parle pas d'une communauté en particulier, hein, le fait de fermer la bouche d'un hérétique, eh ben, c'est parfois nécessaire dans une société chrétienne, mais c'est quelque chose de secondaire. Le premier est d'axer vers le contemplatif, vers quelque chose de positif finalement. Parce que enfoncer des personnes dans le sol, c'est pas très positif. Voilà, c'est un peu une société chrétienne, le démon s'agite, certes, mais il s'agite, on s'en fout. Et il y a de nombreux livres. Vous avez le maître Jacques Izorni, c'était l'avocat du maréchal Pétain par exemple, il a fait des ouvrages à sa défense après-guerre. La référence, donc Jacques Poncart-d'Assac que j'ai cité, c'est juste la Révolution nationale, en fait c'était une lettre politique, numéro 66, donc une toute petite plaquette. Vous avez sur les sujets, notamment par rapport à l'Église, mais pas que, les articles de CRC, c'est la contre-réforme catholique. Il y a toute une catégorie gouvernement de Vichy avec une bonne dizaine d'articles, et là aussi vous avez beaucoup d'éléments. On n'est pas obligé de partager entièrement la ligne du site, mais ça reste intéressant. En général, ils sont très augustiniens, donc il y a eu un conflit là aussi, c'est le fait d'exagérer la nature blessée par le péché. Saint Thomas d'Aquin, en son temps, au XIIIe siècle, a lutté contre les disciples de Saint Augustin qui avaient une mauvaise notion philosophique et théologique sur le sujet. Donc très augustinien, et en plus ça mène au fait de mélanger ordre naturel et surnaturel en un seul. Il y a aussi ça, c'est parmi les pères de l'Église, vous savez, des fois la pensée diffère un peu, il faut savoir faire le tri. Et saint Thomas y aide beaucoup. Aussi très maurassien pour la ligne du CRC, ce qui fait que là aussi, l'anti-germanisme, quand on en vient à mettre le crime nazi en majuscule, c'est que ça fait quand même avaler certaines thèses, si vous voyez ce que je veux dire. Et là aussi, c'est la pensée maurassienne de barbarie germanique. Les Germains sont forcément des barbares parce qu'ils sont germains. Bon voilà, après c'est propre au contexte d'une époque, on peut le comprendre avec les guerres franco-allemandes, c'est propre à un état psychologique dû à une époque. Hein. Ça c'est clair et net. Pour les lois, j'ai survolé le sujet, là aussi vous avez l'héritage de Vichy de Cécile de Prairie. C'est incroyable de voir comment des lois qui sont passées durant cette période sont toujours en vigueur aujourd'hui. Après plus ou moins respectées, mais vraiment il y a 200 pages sur le sujet. Pour l'honneur de la milice, c'est encore un sujet annexe, et c'est un ancien milicien qui l'a rédigé en voyant après-guerre tous les mensonges qui avaient pu être faits vis-à-vis de cette structure. Lui, c'est un ancien milicien, il écrit sous pseudonyme pour ne pas avoir d'ennui, et du coup, il nous dit comment ça s'est vraiment passé. La milice était chargée d'apporter un soutien populaire. Et il y avait aussi, en effet, le fait de lutter contre le marché noir. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des escrocs qui se sont fait enfoncer leurs portes, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'exaction, en sachant que c'était souvent des petits jeunes qui n'avaient pas grand chose à faire, alors forcément un peu bourrins, ils intègrent la chose, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais là aussi Pierre Laval a eu un travers, c'est de ne pas armer la milice jusqu'en 1943, ce qui fait que des miliciens ont été abattus de 40 à 43 en pleine rue parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Et les résistants les voyaient directement comme des ennemis, ou plutôt les résistentialistes. Et dernière chose, il y a l'adresse au maréchal Pétain qui est intéressante à lire, c'est celle de Monseigneur Lefebvre qui avait rendu un hommage à l'Île-Dieu le 13 avril 1987. Il y a tout un petit texte d'hommage, je ne vais pas le lire ici, hein. Et on peut le comprendre vis-à-vis de la politique religieuse du régime finalement, qui a pu avoir. Et également la fraternité avait fait un hommage en 2007, filmé en reportage disponible, par les anciens responsables, donc c'était l'abbé de Cacré et Beauvais, je crois. C'est des petits textes et vidéos que vous pouvez voir si le cœur vous en dit.
Alors après, je sais pas comment on organise ça, et puis j'ai peut-être monopolisé pas mal la parole. Est-ce qu'on laisse quelques questions se poser? Tous les deux à la fin. D'accord, on fait comme ça. Donc je vais laisser l'ami Duvernay faire le deuxième sujet.